Bonjour à tous, dans quelques secondes, mon visage va disparaître et c'est un robot qui va vous lire un texte. C'est un texte que j'ai essayé d'optimiser pour que vous puissiez rapidement, tous les mois, rafraîchir votre mémoire. Ne vous étonnez pas du format, c'est pas fait pour être regardé, c'est fait pour être écouté en faisant la vaisselle, en triant le linge, en bricolant, etc., etc. Dans la description sous la vidéo, vous trouverez toutes les sources des professionnels, notamment par exemple la sécurité civile ou les pompiers, sources professionnelles et sources parfois même scientifiques. Je vous les ai mises dans la description sous la vidéo, n'allez pas croire que ce texte, je l'ai sorti de nulle part. Et si vous voulez que je vous l'envoie tous les mois pour vous inciter à l'écouter, eh bien, je vous ai mis un formulaire gratuit dans la description sous la vidéo. Je vous envoie un mail par mois. Ça risque pas de vous dépasser, de vous saturer de vos boîtes mail. Vous pouvez vous désinscrire n'importe quand. C'est dans le strict respect de la réglementation générale sur la protection des données. Je ne revends ces emails à absolument personne. Et je vous envoie des mails que pour un usage prévu. Les sirènes émettent un signal destiné à mettre la population en alerte. 3 signaux doivent être distingués. Le signal d'alerte confinement. Le signal de fin d'alerte confinement. Le signal des essais le premier mercredi de chaque mois. Sujet suivant. Le 15. Ambulance, SAMU. 15. 1 plus 5 égale 6. Si commence par la lettre S. S comme SAMU. Ambulance se termine également par le son S. Le 17. Si je superpose les chiffres 1 et 7, cela forme un P comme police. Le chiffre 7 peut aussi représenter l'éclair qui tombe du ciel. La punition. La police. Le 18. Le chiffre 8 peut représenter l'infinité. L'infinité, le sacré, la solidarité sacrée, l'assistance sacrée en cas d'accident grave. Le 112. Si j'appelle le 112, la personne au bout du fil écoutera ma demande et contactera le service d'urgence concerné, ambulance, police ou pompier. Le 114. En cas d'attaque terroriste ou en cas de violence conjugale, je ne peux pas appeler le 112, c'est trop flagrant. Je peux alors appeler le 114. Le personnel du 114 sait que si nous les appelons, c'est que nous ne pouvons pas parler. Sujet suivant. Comment trouver en urgence un défibrillateur? Il faut télécharger l'application Staying Alive. Je vous ai mis son lien dans la description, sous la vidéo. Activez les données mobiles. Activez le positionnement G. P. S. Lancez l'application Staying Alive. La carte doit se charger automatiquement. Une fois que la carte est apparue, appuyez plusieurs fois sur le bouton tactile en forme de cible. Cela zoome sur votre position. Appuyez sur le bouton tactile en forme de I. Cela vous affiche la légende. La légende vous donne notamment les horaires d'accès aux différents défibrillateurs proches de votre position. Je vous invite à créer un raccourci Staying Alive sur votre smartphone. Et je vous invite à positionner ce raccourci tout en haut à gauche de votre écran d'accueil. Sujet suivant. L'application Sauve Life. Le massage cardiaque, la réanimation cardio-pulmonaire, est un exercice physique intense et technique. Même si vous n'avez pas été formé à la réanimation cardio-pulmonaire, vous pouvez installer l'application gratuite Sauve Life sur votre smartphone. Puis, vous pouvez vous en servir pour signaler à un instant T que vous pourriez sortir de chez vous et courir porter assistance à un de vos voisins. Imaginez un couple de personnes âgées de plus de 70 ans. Imaginez que le papy a un pépin et tombe au sol. Imaginez que la mamie appelle les secours. Imaginez que les secours disent à la mamie: nous vous avons envoyé les secours, ils arrivent au plus vite, mais commencez la réanimation cardio-pulmonaire dès maintenant, le temps que les professionnels arrivent. Il est fort probable que la mamie ne pourra même pas tenir physiquement 1 minute de réanimation cardio-pulmonaire. Pour limiter la durée pendant laquelle le papy aura le cerveau privé d'oxygène, c'est pertinent d'appeler les personnes moins âgées qui se trouvent à la ronde. Même si elles n'ont pas été formées à la réanimation cardio-pulmonaire, elles pourront probablement mieux faire que la mamie en attendant les secours. Surtout que l'agent de secours au téléphone peut donner des instructions à la personne jeune pour pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire potable. C'est l'application Sauve Life qui fait ça. N'importe qui peut s'inscrire sur l'application Sauve Life, même si pas formé aux premiers secours. Sujet suivant. Les gestes à adopter en cas de saignement du nez. Faites asseoir la personne, tête penchée en avant pour éviter qu'elle avale son sang. Demandez-lui de se moucher, puis de comprimer ses narines entre le pouce et l'index pendant 10 minutes sans relâcher. La respiration se fera par la bouche. Si le saignement persiste ou s'il fait suite à une chute ou à un coup, demandez un avis médical.
Sujet suivant. Étouffement d'un nourrisson. Les gestes qui sauvent lorsqu'un nourrisson de moins d'1 an s'étouffe. 3 situations sont possibles. Sa numéro 1. Le nourrisson respire encore. Ne rien faire. Surveillez-le et ne faites rien d'autre car le mécanisme naturel d'évacuation est plus efficace que les gestes de secours. Sa numéro 2. Le nourrisson ne respire plus mais est toujours conscient. Premièrement, 5 tapes dans le dos. Réalisez 5 tapes dans le dos. Couchez-le sur votre avant-bras, tête plus basse que le thorax. Maintenez sa tête avec les doigts de part et d'autre de sa bouche sans appuyer sur sa gorge. Donnez les 5 tapes entre les 2 omoplates avec le plat de votre main. Deuxièmement, 5 compressions thoraciques. Si les 5 tapes dans le dos sont inefficaces, alternez avec 5 compressions thoraciques. Placez votre avant-bras contre son dos, la main tenant sa tête. Retournez-le. Sa tête doit être plus basse que le corps. Placez 2 doigts au milieu du thorax. Comprimez 1/3 de la profondeur thoracique. Répétez ces compressions jusqu'à 5 fois. Alternez ainsi 5 tapes dans le dos avec 5 compressions thoraciques jusqu'à ce que le nourrisson respire, normalement. Sa numéro 3. Le nourrisson, qui ne respirait plus, perd connaissance. Déposez-le sur une surface plane. 1. Alertez les secours. Alertez immédiatement le service d'urgence. 2. Réanimation cardio-pulmonaire. Débutez la réanimation cardio-pulmonaire en alternant des séries de 30 compressions thoraciques avec 2 insufflations si vous savez le faire. Sinon, effectuez uniquement des compressions thoraciques au rythme de 2 par seconde. Continuez jusqu'à l'arrivée des secours tant que la victime n'a pas repris une respiration normale. Sujet suivant. Reconnaître les signes d'une crise d'angine de poitrine et la conduite à tenir si vous êtes témoin. Commencez par proposer à la personne de se reposer le temps que la douleur passe. Parfois la douleur est ressentie comme un étau qui serre au niveau de la poitrine, petit gravier dans un ou les 2 bras dans la mâchoire ou au niveau de l'estomac. L'anxiété provoquée par cette douleur peut entraîner des difficultés à respirer. Si la personne a du mal à respirer, allongez-la et surélevez sa tête et les épaules à l'aide d'un support. Demandez-lui si elle a l'habitude de prendre des médicaments pour cela. Si oui, faites-les lui prendre. Si après quelques minutes, la personne ne se sent pas mieux, vous devez suspecter une origine cardiaque de la douleur. Il faut alors agir immédiatement en appelant les secours d'urgence. En attendant les secours, rassurez la personne en lui indiquant qu'ils arrivent et surveillez bien sa respiration. En vieillissant, les risques d'angine de poitrine sont beaucoup plus élevés du fait de facteurs de risque existants tels que le cholestérol, le diabète, le tabac, la sédentarité et le manque d'exercice physique. Si jamais la personne perd connaissance, vérifiez immédiatement si elle respire normalement. Si ce n'est pas le cas, pratiquez immédiatement un massage cardiaque. Si une personne a des crises fréquentes d'angine de poitrine ou si ces crises augmentent d'intensité, il faut consulter son médecin ou son cardiologue ou en leur absence appeler les secours. Sujet suivant. Dans certaines circonstances, accident domestique, accident de la route, accident du travail, une personne peut présenter une plaie dont le saignement est important et ne s'arrête pas de lui-même. C'est ce que l'on appelle une hémorragie. Si la perte de sang n'est pas arrêtée rapidement, la vie de la personne est menacée à très court terme. Le geste salvateur est simple. Il suffit d'appuyer fortement sur l'endroit qui saigne. Écartez et protégez-vous du cutter ou du couteau. Appelez les secours. Bonjour, je suis Loïc. Je vous appelle car je suis en présence d'un homme qui se serait coupé l'avant-bras. Il y a du sang partout. J'ai fait une compression avec ma main. Je vous appelle du 06 42 05 82 86. Nous sommes 87 avenue Parmentier, 2e étage. Est-ce que je peux raccrocher? Monsieur, les secours sont prévenus maintenant. Pensez à vous protéger de l'objet avec lequel la personne s'est blessée. Regardez la plaie afin de constater ou non la présence d'un corps étranger, comme un morceau de verre par exemple. Après vous être assuré de l'absence de corps étranger, appuyez directement sur la plaie avec la paume de votre main suffisamment fort pour que le saignement s'arrête. Si ce n'est pas déjà le cas, allongez la victime si besoin en la déplaçant de quelques mètres afin qu'elle ne soit pas dans son sang ou à proximité d'éventuels morceaux de verre ou d'objets dangereux. La compression doit être maintenue jusqu'à ce que les secours prennent votre relais. Si vous devez relâcher la compression, pour alerter les secours par exemple, vous pouvez placer un tampon de tissu le plus propre possible, assez épais et assez grand pour recouvrir la plaie, et maintenir le tout avec un lien large non élastique, un bout de ficelle non élastique, de corde non élastique,
une ceinture, etc. Serrez suffisamment pour que le saignement soit arrêté sans pour autant créer un effet de garrot. Le contact de votre peau avec le sang de la victime ne présente que très peu de risque de contamination, en particulier si vous n'avez pas vous-même de plaies ou d'affections cutanées. Dans le cas contraire, vous pouvez vous protéger du contact avec le sang en plaçant votre main dans un sachet plastique ou en faisant appuyer la victime si elle en est capable. Cet enchaînement appuyé, allongé, alerté ou faire alerter vous permettra de sauver la vie de la personne. Il arrive qu'un corps étranger, un morceau de verre par exemple, se trouve dans la plaie. Ne la retirez surtout pas, vous risquez d'augmenter le saignement. Dans ce cas, allongez la personne et alertez rapidement les secours. Si la victime saigne du nez, placez-la assise tête penchée en avant et demandez-lui de comprimer ses narines pendant 10 minutes. Si les saignements persistent après 10 minutes de compression, ou si l'origine du saignement est un traumatisme, une chute, alertez les secours. Si la victime saigne par un autre orifice naturel que le nez, placez-la au repos allongé et prévenez les secours qui vous conseilleront. Sujet suivant. Comment réagir face à une brûlure? Il existe différents types de brûlures. La brûlure thermique, la brûlure électrique, la brûlure chimique et la brûlure par inhalation. Une brûlure thermique, c'est une brûlure qui a été causée par une source de chaleur, donc ça peut être par de l'eau chaude, un fer à repasser ou encore une flamme. Lorsque vous êtes face à une brûlure thermique, vous allez refroidir directement la zone brûlée avec de l'eau tempérée par ruissellement. Pendant le refroidissement, vous allez observer la brûlure. Si vous constatez sur la zone brûlée une destruction profonde ou des cloques sur une surface équivalente à plus de la moitié de la paume de la main de la victime, dans ce cas c'est une brûlure grave. Face à une brûlure simple, vous allez arroser la zone brûlée jusqu'à disparition de la douleur et appliquer un pansement stérile. Attention, on n'applique jamais rien d'autre que de l'eau sur une brûlure, et on ne perce jamais les cloques. Face à une personne qui présente une brûlure électrique, commencez tout d'abord par supprimer le danger en coupant éventuellement le courant. Lorsque tout danger est écarté, approchez-vous de la victime et refroidissez les zones visiblement brûlées. Appelez immédiatement le quin et appliquez les consignes du régulateur. Une brûlure peut également être provoquée par un produit chimique. Dans ce cas, en cas de projection sur la peau, rincez immédiatement la zone lésée en veillant à bien enlever les vêtements qui n'adhèrent pas à la peau et contactez le 15. En cas de projection dans les yeux, rincez immédiatement à l'eau en veillant à ne pas faire couler le produit dans l'œil qui n'a pas été touché. Contactez le quin et appliquez les consignes. En cas d'ingestion de produits chimiques, contactez immédiatement le quin et ne faites pas boire ni vomir la personne. En cas de brûlure par inhalation, c'est-à-dire lorsqu'une personne a respiré des fumées ou des vapeurs toxiques, installez la personne en position assise et contactez immédiatement le 15. Pour conclure, ne prenez jamais une brûlure à la légère et en cas de doute, contactez le 15. Sujet suivant. Une partie de votre corps vient de rentrer en contact avec des cellules urticantes, par exemple une méduse. Et vous étiez en train de vous baigner quelque part sur le littoral français de métropole. N'utilisez pas d'urine. N'utilisez pas non plus d'eau douce, parce que ça risque de faire exploser les cellules urticantes et de libérer encore plus de toxines. Raclez la zone douloureuse avec une carte en plastique type carte de fidélité, carte bancaire, carte vitale ou un autre morceau de plastique suffisamment droit et rigide qui s'en rapproche. Vous raclez pour enlever les cellules urticantes même si vous ne les voyez pas forcément à l'œil nu. Rincez abondamment, autant que nécessaire avec de l'eau de mer. Et faites attention, si c'est vous qui portez assistance à un proche, faites ça intelligemment de manière à ne pas vous en verser sur vos mains, sur vos pieds, sur vous. Ma source, ce sont les agents du Parc national de Port-Cros. Je viens de vous répéter le discours qu'ils répètent tous les ans pendant une bonne partie de l'été, à tous les plaisanciers qu'ils croisent en mer. Et il m'est arrivé de tester moi-même cette méthode. Sujet suivant. Quels sont les bons réflexes au volant d'un automobile, en cas d'inondation? Ne forcez pas le passage dans les rues qui sont fermées. Ne chargez pas dans les flaques. Ne roulez pas dans les flaques dont vous n'êtes pas certain de la profondeur. Ne roulez pas dans une flaque animée d'un mouvement de courant. Le fait que vous conduisiez un gros 4x4 ou un camion ne change absolument rien. Si vous vous retrouvez coincé dans l'eau, allumez vos warnings, vos feux de détresse et baissez la vitre. Les feux de détresse permettront à d'éventuelles équipes de secours de vous trouver et vous aider plus rapidement. Même si votre vitre est motorisée, les interrupteurs peuvent encore fonctionner quelques instants sous l'eau. Vous êtes contraint de baisser la vitre au motif que la pression de l'eau vous empêchera d'ouvrir les portières.
Déclipsez votre ceinture et sortez par la fenêtre. Si vous n'arrivez pas à baisser la vitre, déposez un appuie-tête. Pour déposer un appuie-tête, il faut généralement appuyer sur une petite languette à la base d'une des deux tiges de l'appui-tête et tirer en même temps. L'appui-tête est généralement équipé de 2 tiges en métal. Solution 1. Tapez les tiges en métal de l'appui contre la vitre pour la péter. Solution 2. Utilisez l'appui-tête comme un levier. Vous le rentrez en force dans l'interstice intérieur de la vitre. Vous faites levier jusqu'à péter la vitre. La vitre étant en verre écurie, elle va se désagréger d'un coup en milliers de petits morceaux quasi inoffensifs. Vous pouvez investir dans un brise-vitre et l'attacher aux porte-clés de votre voiture. Le brise-vitre est équipé d'un petit marteau percuteur et parfois d'une lame. La lame vous permet de couper une ceinture de sécurité rapidement. Le percuteur vous permet de péter la vitre sans avoir à perdre du temps avec l'appui-tête. Pour sortir par la fenêtre, sortez la tête en premier. Asseyez-vous sur la portière. Montez sur le toit. Si vous le pouvez, levez-vous et agitez les bras. Sujet suivant. Comment obliger un chien à lâcher, le forcer à relâcher sa mâchoire, sa prise à la gorge? Il faut étrangler le chien. Regardez autour de vous si vous voyez un câble électrique ou un ruban, en plastique ou une corde. Un harnais d'appareil photo. Ceinture de taekwondo. Utilisez vos lacets. Passez votre lien autour du cou du chien. Faites un tour. Et tirez sur le lien pour l'étrangler. Quand les chiens commencent à suffoquer, cela les oblige à cesser leur morsure. Si ce n'est pas votre chien, ou que votre chien vous a déjà mordu, vous pouvez alors maintenir l'étranglement jusqu'à ce que le chien perde connaissance. Si c'est votre chien, vous pouvez cesser l'étranglement avant la perte de connaissance mais après qu'ils aient lâché sa prise. Sujet suivant. Que faire en cas de séisme? Un séisme, c'est très rapide. Si vous le pouvez immédiatement, sortez du bâtiment ou de la maison. Si vous ne pouvez pas sortir immédiatement, s'éloigner des fenêtres pour éviter les bris de glace. Se mettre à l'abri, mais pas sous n'importe quel meuble. De préférence une table de cuisine, une table à manger, table basse. Évitez de se mettre contre un meuble qui peut basculer facilement. Une table en bois peut sembler une protection dérisoire. C'est faux. Une table en bois peut vous protéger contre une bonne partie du poids et de la forme des gravats. Une personne a déjà survécu à un séisme en s'abritant sous son fauteuil roulant. Vous pouvez aussi vous mettre dans l'embrasure d'une porte. Le cadre en bois d'une porte est une protection. De plus, le cadre en bois peut être renforcé par les rails et montant en métal dans le mur creux. Si vous connaissez bien le bâtiment, vous pouvez aussi vous coller à un mur porteur. Si vous êtes dans la rue, restez bien au milieu, au centre de la rue. Restez aussi distant que possible des bâtiments. Si vous le pouvez, jouez la collectif et aidez les personnes à faibles, les enfants, les personnes âgées ou qui ont du mal à se déplacer. Sujet suivant. Que faire en cas d'étouffement de l'enfant ou du nourrisson? Je m'approche de l'enfant. Et je lui pose la question. Très simple. Est-ce que tu t'étouffes? Pas de réponse. C'est l'un des signes de l'obstruction aiguë des voies aériennes. Il y a d'autres signes. Mon enfant a la bouche ouverte, ne peut ni parler ni tousser, s'agite, va devenir rapidement bleu et risque de tomber en perte de connaissance. Une fois que j'ai constaté l'obstruction avec des voies aériennes, je vais devoir effectuer les techniques de désobstruction. L'enfant est debout. L'adulte est agenouillé. Pour cela, je vais venir entourer mon enfant, ma main saisit son épaule, et venir le mettre au niveau de mon genou, penché. Ensuite, je vais devoir effectuer de 1 à 5 claques vigoureuses entre les 2 omoplates avec le talon de ma main ouverte. J'effectue de 1 à 5 claques vigoureuses. Si au bout des 5 claques dans le dos, la respiration n'a pas repris, je vais devoir effectuer des compressions abdominales. L'enfant est debout. L'adulte est agenouillé. Je vais venir mettre le dos de mon enfant contre mon abdomen et ma poitrine. Je ferme le poing, pouce à l'extérieur. Je vais me servir de la face constituée de mon index et de mon pouce. Je viens positionner cette face entre la fin du sternum de l'enfant et son nombril. Je vais pencher mon enfant vers l'avant pour faciliter la désobstruction des voies aériennes. Avec mon autre main, je tire la première main vers moi et vers le haut. J'effectue cette opération de 1 à 5 fois. Les claques dans le dos vont en fait provoquer une vibration dans le corps de mon enfant et provoquer la toux. Cette toux va avoir pour effet de désobstruer les voies aériennes, libérer les voies aériennes. Le corps étranger est expulsé. En effectuant les compressions abdominales, je comprime l'air contenu dans les poumons afin d'expulser le corps étranger par un effet de piston.
Si les compressions abdominales n'ont pas été efficaces, je vais devoir reprendre le cycle de 1 à 5 claques dans le dos puis de 1 à 5 compressions abdominales, etc., jusqu'à la désobstruction des voies aériennes. Attention, si la respiration reprend au bout de la première claque, dans le dos de la première compression abdominale, il est alors inutile de continuer les cycles. Votre enfant respire. Une fois que le corps étranger a été expulsé, vous allez devoir mettre votre enfant dans la position où il se sent le mieux. Il est important de prévenir les secours afin d'obtenir un avis médical. Si maintenant votre enfant a avalé un corps étranger, mais qu'il peut parler, qu'il peut tousser, vous êtes alors en présence d'une obstruction partielle des voies aériennes. En aucun cas vous ne devrez effectuer de techniques de désobstruction, à savoir les tapes dans le dos et les compressions abdominales. La seule chose que vous allez devoir faire, c'est mettre votre enfant dans la position où il sent le mieux. L'encourager à tousser pour faciliter l'expulsion du corps étranger et demander un avis médical en composant le 15. Prenons maintenant le cas du nourrisson qui s'étouffe. Quels sont les signes qui m'alertaient? Dans un premier temps, mon nourrisson a la bouche ouverte. Il ne pleure pas, il ne crie pas, et peut devenir bleu. Une fois que j'ai constaté tous ces signes, je vais devoir effectuer des techniques de désobstruction des voies aériennes. Je vais devoir maintenir sa tête avec les doigts de part et d'autres de sa mâchoire sans appuyer sur la gorge. Je retourne mon nourrisson sur l'avant-bras de mon autre bras. Et je viens poser son ventre sur un plan dur, ma jambe par exemple. Il faut que la tête de mon nourrisson soit plus basse que le reste de son corps pour faciliter la désobstruction des voies aériennes. Une fois que c'est fait, je vais devoir effectuer de 1 à 5 claques vigoureuses entre les deux omoplates avec le talon de ma main ouverte. J'effectue de 1 à 5 claques. Au bout de la 5e claque, mon nourrisson ne pleure toujours pas, donc l'étouffement est toujours présent. Je vais devoir effectuer des compressions thoraciques. Je vais devoir donc retourner mon nourrisson. Je vais venir prendre la tête de mon nourrisson dans ma main et le retourner sur l'avant-bras de mon autre bras. Et reposer le dos de mon nourrisson sur un plan dur, par exemple mon autre jambe. Il faut toujours que la tête de mon nourrisson soit plus basse que le reste de son corps. Je cherche un repère en bas du sternum, à la jonction des dernières côtes. Je place 2 doigts sur le sternum. Un travers de doigt au-dessus de ce repère. Et j'effectue de 1 à 5 compressions thoraciques. Les compressions thoraciques doivent être effectuées avec la pulpe de 2 doigts et doivent être profondes. Si au bout des 5 compressions thoraciques, la respiration de mon nourrisson n'a toujours pas repris, je vais devoir effectuer le cycle, à savoir de 1 à 5 tapes dans le dos et de 1 à 5 compressions thoraciques. Une fois que le corps étranger a été évacué, et seulement à ce moment-là, je vais pouvoir appeler les secours afin d'obtenir un avis médical. Dans le cas où votre nourrisson a avalé un corps étranger, mais qu'il crie ou tousse, vous êtes en présence d'une obstruction partielle des voies aériennes. Votre nourrisson respire. En aucun cas vous ne devrez effectuer des techniques de désobstruction des voies aériennes. La seule chose que vous allez devoir faire, c'est garder votre nourrisson près de vous afin de le rassurer et contacter le 15 afin d'obtenir un avis médical. En conclusion, face à un enfant qui s'étouffe, je vais d'abord assurer que je suis bien en présence d'une obstruction des voies aériennes. Si c'est le cas, je vais venir effectuer de 1 à 5 claques vigoureuses dans le dos de mon enfant. Si au bout de la 5e claque dans le dos, la respiration n'a pas repris, je vais devoir effectuer de 1 à 5 compressions abdominales. Si au bout de la 5e compression abdominale, la respiration n'a toujours pas repris, je vais devoir recommencer le cycle, à savoir de 1 à 5 tapes dans le dos, 5 compressions abdominales, etc., etc. Sujet suivant. Comment gérer un étouffement chez l'adulte? On reconnaîtra facilement l'étouffement chez l'adulte par plusieurs signes. Tout d'abord, la victime ne peut plus parler. Lorsque l'on lui demande si elle s'étouffe, elle hoche la tête pour répondre. Elle ne peut plus crier. Il n'y a aucun son qui est audible. Elle garde la bouche ouverte. Elle ne peut pas tousser. Elle ne peut pas respirer, et elle s'agite. Si l'on ne fait rien, sa survie à courte échéance est menacée. Pierre, tu t'étouffes? Donnez sein dans le dos, entre les deux omoplates. Si la désobstruction est obtenue, on va aller prévenir le médecin pour lui expliquer ce qui s'est passé pour avoir un avis médical. Si le corps étranger n'est pas expulsé à l'issue des 5 claques dans le dos, il convient de réaliser des compressions abdominales de sorte de venir comprimer l'air qui est présent dans les poumons pour expulser le corps étranger. Pour cela, placez-vous dans le dos de la victime, votre abdomen contre le dos de la victime. Placez un de vos poings au-dessus du nombril, face dos de la paume vers le ciel. Prenez soin de bien écarter les bras pour ne pas appuyer sur les côtes.
Appuyez vers NV et vers le haut en formant une virgule de sorte de venir comprimer pour faire expulser le corps étranger. Le maximum de réalisation c'est 5 compressions abdominales à la suite. Si toutefois l'expulsion n'est pas obtenue, il convient de repratiquer alternativement 5 claques dans le dos, puis 5 compressions abdominales, puis 5 claques dans le dos 5 puis 5 compressions abdominales, etc. etc. Sujet suivant. Massage cardiaque chez un nourrisson, avec un défibrillateur. Il faut tout d'abord vérifier la conscience du nourrisson. Pour ce faire, je peux mettre un doigt dans sa main. Il aura alors le réflexe de la serrer si jamais il est conscient. Et je peux également faire du bruit avec les mains pour qu'il se réveille et qu'il ouvre les yeux. Dans le cas où le nourrisson ne réagit pas, il va falloir maintenant que je vérifie sa respiration. Je mets une main sur son front et 2 doigts sous le menton. Le pouce en crochet. Et je bascule légèrement la tête en position neutre. La tête dans l'axe du thorax. Je me penche et je regarde vers le ventre. Je vérifie si le ventre et la poitrine se soulèvent. Je vérifie si j'entends le bruit de sa respiration et je vérifie si je sens le souffle de sa respiration sur ma joue. Je vérifie ces signes sur 10 secondes. En l'absence de signes de conscience et de respiration, le nourrisson est en arrêt cardiaque. Première chose à faire, sortir votre téléphone portable. Appelez les secours. Mettez votre téléphone sur haut-parleur et le posez à proximité de vous. Si un défibrillateur se trouve dans votre champ visuel, récupérez-le. Ouvrez-le et posez-le à côté de vous. Vous pouvez trouver un défibrillateur dans les stades, les gymnases, les piscines, les mairies, tous les lieux publics. Une fois le défibrillateur ouvert, appuyez sur le bouton ON et suivez ces instructions. Appliquez les électrodes sur la poitrine nue du patient. Branchez les connecteurs des électrodes à côté du voyant clignotant. Appliquez les électrodes. Branchez le connecteur. Analyse du rythme cardiaque en cours. Ne pas toucher le patient. Choc recommandé. Appareil en charge. Restez à l'écart du patient. Délivrez le choc maintenant. Appuyez. Choc délivré. En pause. Commencez l'ADRCP. Le massage cardiaque se fait toujours sur une surface rigide et sur la poitrine dénudée du nourrisson. La pulpe de 2 doigts vient se poser au-dessus d'un repère constitué par un travers de doigts au-dessus de la jonction des dernières côtes. Le rythme du massage cardiaque est de 100 à 120 compressions par minute. Et on enfonce d'un tiers l'épaisseur du corps du nourrisson, soit 4 cm environ. N'oubliez jamais, il ne faut pas éteindre le défibrillateur. Ce seront les secours qui s'en occuperont à leur arrivée. Souvenez-vous, dans un premier temps, on vérifie la conscience du nourrisson. On vérifie ensuite sa respiration. Et s'il est en arrêt cardiaque, on appelle immédiatement les secours. Si un défibrillateur se trouve dans votre champ visuel, mettez-le immédiatement en œuvre et suivez ces consignes. Attention, sous aucun prétexte vous ne l'éteindrez. Et n'oubliez pas, le défibrillateur ne remplace en aucun cas le massage cardiaque. Il est là pour vous guider et augmenter les chances de survie du nourrisson. Sujet suivant. Savez-vous utiliser un défibrillateur, la réanimation, avec défibrillateur face à une personne au sol? Je vais d'abord devoir vérifier son état de conscience, venir mettre mes mains dans ses mains et lui poser une question et un ordre. Madame, est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, serrez-moi la main, ouvrez les yeux. Ma victime est inconsciente. Si je suis seule, je vais devoir demander de l'aide. Au secours, à l'aide. Je vais devoir vérifier la respiration. Pour ce faire, je vais me remettre une main sur le front, l'autre sous le menton. Puis effectuer une bascule prudente de la tête en arrière. Les voies respiratoires sont ainsi libérées. Je vais pouvoir vérifier la respiration. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Au bout de 10 secondes, il n'y a toujours pas de signe de respiration. Ma victime est donc en arrêt cardio-respiratoire. Je vais devoir commencer un massage cardiaque. Avant de commencer quoi que ce soit, je vais devoir appeler les secours si je suis seule. Si je suis en présence d'un témoin, je lui demande d'appeler les secours et d'aller me chercher un défibrillateur. Un massage cardiaque doit toujours s'effectuer sur un plan dur. Si ma victime est sur un lit, je vais devoir donc la mettre sur le sol. Il faut aussi que la poitrine de ma victime soit dénudée. Je vais donc dénuder la poitrine de la victime. J'ai dans mon champ visuel un défibrillateur. Je vais donc le prendre, l'ouvrir, l'allumer et l'écouter. Appliquer les électrodes sur la poitrine nue du patient. Brancher le connecteur. Analyse du rythme cardiaque en cours. Ne pas toucher le patient. Choc recommandé. Appareil en charge. Restez à l'écart du patient.
Délivrez le choc maintenant. Appuyez. Attention, je choque. Choc délivré. En pause. Commencez la RCP. Le défibrillateur vient d'indiquer de commencer une RCP. La RCP, c'est la réanimation cardio-pulmonaire. En gros, c'est le massage cardiaque. Je vais devoir placer le talon de la main sur le centre de la poitrine, sur l'axe médian du sternum partie inférieure. Je dois venir placer ma deuxième main sur ma première, les doigts croisés pour éviter de casser des côtes, coudes verrouillés et bras tendus. Et je vais me mettre à la verticale de ma victime pour avoir une pression sur le cœur. Je vais effectuer des compressions thoraciques d'une profondeur de 5 à 6 cm. À savoir que le temps de compression est égal au temps de relâchement. Je vais devoir effectuer 30 compressions à une vitesse de 100 à 120 compressions par minute. Puis, ensuite effectuer 2 insufflations. 1, 2, 3, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Je viens d'effectuer mes 30 compressions thoraciques. Je vais devoir effectuer les 2 insufflations. Pour ce faire, venir mettre une main sur le front de la victime. 2 doigts sous le menton. Je bascule la tête en arrière. Venir pincer le nez de la victime. Ouvrir la bouche et englober la bouche de la victime avec ma bouche de manière à avoir une étanchéité parfaite. Je vais devoir effectuer 2 insufflations. Un souffle long et continu jusqu'au soulèvement de la poitrine de la victime. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir recommencer mes compressions thoraciques. Il faut savoir que le massage cardiaque, c'est 30 compressions thoraciques, 2 insufflations, 30 compressions thoraciques, 2 insufflations, etc., etc. C'est un cycle et on ne s'arrête jamais jusqu'à l'arrivée des secours. Toutes les 2 minutes, mon défibrillateur va effectuer une analyse du rythme cardiaque. Mon défibrillateur va me demander donc d'arrêter le massage cardiaque. J'arrête et je l'écoute. Dans certains cas, le défibrillateur va m'indiquer qu'il n'y a pas besoin de choc. Dans ce cas-là, je reprends tout de suite le massage cardiaque. Au bout des 30 compressions thoraciques, je vais devoir effectuer 2 insufflations, à savoir le bouche à bouche. Si vous ne vous en sortez pas capable, vous ne le faites pas, ce n'est pas obligatoire. Vous n'allez effectuer que les compressions thoraciques sans vous arrêter. Ce qu'il faut retenir face à une personne au sol, c'est vérifier sa conscience et sa respiration. Si la victime ne respire pas, c'est qu'elle est en arrêt cardio-respiratoire. Vous allez devoir appeler les secours. Si vous avez un défibrillateur à côté de vous, ou qu'on vous en apporte un, vous n'avez qu'à l'allumer et suivre ses consignes. Mais en aucun cas vous ne devez l'éteindre. Il n'y a que les secours qui pourront l'éteindre. Vous trouverez les défibrillateurs dans tous les lieux publics, les mairies, les gymnases, les stations de métro ou encore les musées. Sujet suivant. Comment réanimer un bébé qui ne respire plus? La technique de réanimation cardiopulmonaire chez un nourrisson. La tranche d'âge la nourrisson, c'est de 0 à 1 an. On va tout d'abord commencer par 5 insufflations en positionnant une main sur le front et une main en crochet. Contrairement à l'adulte et à l'enfant, il n'y a pas de basculement de la nuque chez le nourrisson, tout simplement parce qu'il n'y a pas de nuque. On va venir appliquer sa propre bouche, donc en englobant le nez et la bouche du nourrisson en faisant 5 insufflations. Après avoir réalisé les 5 insufflations, faire comme chez l'adulte et l'enfant, c'est-à-dire 30 compressions thoraciques et 2 insufflations, 30 compressions thoraciques et 2 insufflations, etc., etc. Répétez ce cycle jusqu'à l'arrivée des secours. On va venir appliquer 3 doigts sur le sternum du nourrisson, de manière à ce que votre index soit sur la ligne imaginaire des mamelons du nourrisson. Sur les 3 doigts, on va retirer l'index. Et on va venir appliquer les 30 compressions thoraciques en relâchant entièrement la compression et en appuyant 1/3 de l'épaisseur du thorax de la victime. Contrairement à l'adulte et à l'enfant, le rythme est de 100 par minute chez le nourrisson. Si les insufflations ne passent pas, regardez si la position de la tête est correcte et s'il n'y a pas de corps étranger dans la bouche. Dans ce cas, il faut retirer le corps étranger. Sujet suivant. Mon enfant ne respire plus. Comment faire? Les gestes de réanimation cardio-respiratoire conduisent à tenir face à un enfant en arrêt cardiaque sans l'utilisation d'un défibrillateur. Dans un premier temps, nous allons voir ensemble comment reconnaître l'arrêt cardiaque chez l'enfant. Pour ce faire, je vais mettre une main sur son épaule et prendre son autre main. Bonhomme, ouvre les yeux, serre-moi la main si tu m'entends. Il ne répond ni à ma stimulation physique ni à ma stimulation verbale, il est donc inconscient. Il faut maintenant que je sache si mon enfant respire ou non. Je vais mettre une main sur son front, 2 doigts sous le menton, le pouce en crochet et basculer prudemment la tête en arrière. Je vais me pencher
et je tourne mon regard en direction de sa poitrine, de son ventre. Je viens vérifier que son ventre et que sa poitrine se soulèvent. Je viens vérifier que j'entends le bruit de sa respiration. Et je viens vérifier que je perçois le souffle de sa respiration sur ma joue sur un maximum de 10 secondes. Mon enfant est inconscient, et il ne respire pas. Il est donc en arrêt cardiaque, et nous allons voir tout de suite les gestes à mettre en œuvre. Dans un premier temps, je dois donner l'alerte. Je crie au secours si je suis seule, et je sors mon téléphone. J'appelle les secours. Je mets mon téléphone en mode haut-parleur, et je le pose à côté de moi. En attendant l'arrivée des secours, il va falloir faire un massage cardiaque. Pour ce faire, je vais prendre le talon de ma main, le mettre un doigt au-dessus de la jonction des dernières côtes, au milieu du sternum. Avec cette seule main, je vais venir me pencher et me mettre verticalement par rapport à mon enfant. Je vais enfoncer ma main environ à un tiers de l'épaisseur du corps de mon enfant, soit environ 5 cm. Je pense bien à décoller les doigts des côtes pour éviter de les casser au cours du massage cardiaque. Il faut que le temps de compression soit égal au temps de relâchement entre deux compressions. Il faut juste que la poitrine reprenne sa forme initiale. Je continue le massage cardiaque jusqu'à l'arrivée des secours. Je ne m'arrête pas. Pensez à allonger l'enfant sur une surface rigide et découvrez sa poitrine. Ce qu'il faut retenir. Dans un premier temps, vérifiez la conscience et la respiration de votre enfant. S'il est en arrêt cardiaque, appelez immédiatement les secours et débutez le plus tôt possible le massage cardiaque. Retenez qu'il se fait toujours sur une surface rigide. Le rythme est de 100 à 120 compressions par minute et on enfonce un tiers de l'épaisseur du corps de l'enfant, soit environ 5 cm. Et n'oubliez jamais, on ne s'arrête jamais jusqu'à l'arrivée des secours. Sujet suivant. Savez-vous faire un massage cardiaque? Face à une victime au sol, je vais devoir vérifier son état de conscience. Pour ce faire, je vais me remettre mes mains dans ses mains et lui poser une question et un ordre. Madame, est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, serrez-moi la main et ouvrez les yeux. Une fois que c'est fait, je vais devoir vérifier la respiration. Pour ce faire, je vais mettre une main sur le front et 2 doigts sous le menton. Et je vais basculer prudemment la tête en arrière. Mes voies respiratoires sont libérées. Je vais pouvoir vérifier la respiration. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Au bout de 10 secondes, si la victime ne respire pas, je vais devoir appeler les secours et commencer un massage cardiaque. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un massage cardiaque ne s'arrête jamais. Assurez-vous que les secours aient bien été appelés avant de commencer quoi que ce soit. Si vous êtes en présence d'un témoin, vous allez lui demander d'appeler les secours et d'aller chercher un défibrillateur. Et pendant ce temps, vous allez commencer le massage cardiaque. Si vous êtes seul, vous allez devoir appeler les secours. Et s'il y a un défibrillateur dans votre champ visuel, vous allez le récupérer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un massage cardiaque s'effectue toujours sur un plan dur. Si la victime est dans un lit, vous allez devoir la mettre sur le sol. Un massage cardiaque doit toujours s'effectuer sur une poitrine nue. Je vais devoir dénuder la poitrine de ma victime. Et je vais devoir mettre le talon de ma main au centre de la poitrine, sur la ligne médiane et sur la moitié inférieure du sternum. Je vais placer maintenant ma deuxième main par-dessus la première, mes doigts entrecroisés pour éviter de casser des côtes. Un massage cardiaque va toujours se faire bras tendus et coudes verrouillés. Je vais devoir effectuer des compressions thoraciques d'une profondeur de 5 à 6 cm. À savoir que le temps de compression est égal au temps de relâchement. Et je vais devoir effectuer ces compressions 30 fois à un rythme de 100 à 120 compressions par minute. Je vais devoir me placer au-dessus de la victime pour avoir une pression verticale sur le cœur. Et j'effectue 30 compressions. 29 et 30. Une fois mes 30 compressions thoraciques sont faites, je vais devoir effectuer 2 insufflations. Venir mettre une main sur le front de la victime. 2 doigts sous le menton. Basculer la tête en arrière. Je vais venir pincer le nez de la victime et ouvrir la bouche pour avoir une bonne étanchéité. Lors de mes insufflations, je vais devoir englober la bouche de la victime avec la mienne. Je vais devoir effectuer 2 insufflations. Les insufflations, c'est un souffle long et continu jusqu'à ce que la poitrine de la victime se soulève. Une fois que la poitrine se soulève, je me recule et je recommence une nouvelle insufflation. Une fois mes 2 insufflations effectuées, je vais pouvoir recommencer mes 30 compressions thoraciques. En gros, le massage cardiaque, c'est 30 compressions, 2 insufflations, 30 compressions, 2 insufflations, etc., etc. jusqu'à l'arrivée des secours.
On n'arrête jamais un massage cardiaque. Ce qu'il faut retenir face à une personne au sol, c'est vérifier son état de conscience et sa respiration. Si elle ne respire pas, c'est qu'elle est en arrêt cardio-respiratoire. Je vais devoir appeler les secours. Si je suis seule, et s'il y a un témoin, je vais lui demander d'appeler les secours et je vais commencer mon massage cardiaque. Un massage cardiaque est très physique. Assurez-vous que les secours aient bien été avertis avant de commencer le massage cardiaque. Sujet suivant. Mettre une personne en position latérale de sécurité. Face à une personne au sol, nous allons vérifier son état de conscience. Pour cela, je vais mettre mes mains dans les siennes et lui poser une question et une action. Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, serrez-moi les mains. S'il ne réagit pas, et que je suis seule, il faut appeler à l'aide. Au secours, à l'aide. Venez m'aider. Donc là ma victime est inconsciente. Je vais vérifier sa respiration. Pour cela, je vais mettre ma main sur son front, 2 doigts sous son menton et faire une bascule de la tête pour libérer les voies aériennes. Penchez votre tête au-dessus de son nez et de sa bouche. Lacez votre joue pour pouvoir sentir sa respiration. Regardez si son thorax et son ventre se soulèvent. Et écoutez également sa respiration sur maximum 10 secondes. Ma victime respire. Je vais donc la mettre en position latérale de sécurité pour éviter qu'elle s'étouffe avec sa langue ou des liquides. Pour commencer, enlevez les lunettes de la personne si elle en porte. Et rapprochez les membres inférieurs dans l'axe du corps. Ensuite, prenez le bras proche de vous et ramenez-le sur le côté. Pliez le bras de sorte qu'il fasse 90 degrés avec l'axe du thorax. Pliez l'avant-bras vers le haut, de sorte qu'il fasse 90 degrés avec le bras. Posez sa main, paume de sa main vers le ciel et rapprochez-vous de la victime à genoux ou en trépied. Prenez la main opposée de la victime et placez sa paume dans votre paume. Ramenez le dos de sa main contre son oreille. Attrapez la jambe de l'autre côté au niveau du genou pour amener le pied à plat. On va se servir de cette jambe comme bascule. Reculez pour pouvoir faire le mouvement d'un seul coup sans à-coupe. On y va délicatement. Ramenez la jambe vers vous tout en gardant la main sous sa tête. Relâchez la main. Ramenez bien le genou. Et retirez la main délicatement. Vous allez ouvrir sa bouche pour lui permettre d'évacuer les liquides et le positionner stablement en ramenant sa jambe à 90 degrés. Couvrez votre victime et continuez à vérifier sa respiration jusqu'à l'arrivée des secours. Il est important d'appeler les secours après avoir mis la personne en PLS. Si vous vous rendez compte que votre victime ne respire plus, mettez-la sur le dos pour pratiquer la réanimation cardiaque. Et n'oubliez pas de prévenir les secours. En conclusion, face à une personne au sol, vérifiez son état de conscience. Si elle est inconsciente, vérifiez sa respiration. Si la personne est inconsciente et qu'elle respire, mettez-la en position latérale de sécurité, appelez les secours et continuez à vérifier sa respiration. Sujet suivant. Que faire en cas de perte de connaissance chez l'enfant conduit à tenir face à un enfant qui a perdu connaissance? Comment est-ce que je peux savoir qu'il est en perte de connaissance ou pas? Dans un premier temps, je vais déjà voir que mon enfant n'a plus de tonus musculaire. Il sera donc allongé. J'aimerais savoir si mon enfant fait la sieste ou est inconscient. Pour cela, je vais venir à côté de mon enfant et je vais devoir le stimuler avec un ordre et une question. Je vais venir mettre une main dans la main de mon enfant et lui demander « Si tu m'entends, serre-moi la main ». Mon enfant ne m'a pas serré la main, n'a pas ouvert les yeux. Je sais alors qu'il est inconscient. Maintenant, j'aimerais savoir s'il respire ou s'il ne respire pas. Soyez calme. Ces opérations sont très simples. Je vais devoir libérer les voies aériennes. Parce qu'une personne qui a perdu connaissance n'a plus de tonus musculaire. Or, la langue est un muscle. Si la langue de ma victime est tombée au fond de la gorge et bloque les voies respiratoires, ma victime est en train de s'étouffer avec sa langue. C'est pour ça que je vais devoir libérer les voies aériennes en mettant une main sur le front et 2 doigts sous le menton, et en basculant la tête en arrière. En faisant cette technique-là, la langue se décolle du fond de la gorge. Les voies respiratoires sont alors libérées. Je mets une main sur le front de l'enfant, 2 doigts sous son menton, et je bascule prudemment la tête en arrière. Maintenant que sa langue est décollée du fond de sa gorge, je vais pouvoir vérifier la respiration. Pour cela, je vais venir me pencher. Mettre ma tête avec ma joue au niveau de la bouche de mon enfant et mes yeux en direction de sa poitrine. Et je venir évaluer la respiration pendant 10 secondes. 1, 2, 3, 8, 9 et 10. Avec mes yeux, j'ai vu la poitrine de mon enfant qui se soulève de manière régulière.
Avec ma joue, j'ai senti de l'air sortir de la bouche de ma victime. Et avec mon oreille, j'ai entendu un bruit de respiration. Je sais dès à présent que mon enfant respire. Il est donc inconscient mais il respire. Je vais devoir venir le mettre en position latérale de sécurité. Pourquoi est-ce que je vais mettre mon enfant en position latérale de sécurité, en PLS? J'ai un enfant qui est inconscient et qui respire. Tous les muscles sont relâchés. La langue est un muscle. Les organes à l'intérieur de mon enfant le sont aussi. Il risque d'y avoir un étouffement voire une noyade avec les liquides présents dans le corps de mon enfant. Je vais devoir donc mettre mon enfant sur le côté avec la bouche ouverte pour faciliter si besoin l'évacuation de ces liquides. Dans un premier temps, je vais venir prendre le bras et venir le mettre à 90 degrés puis une deuxième fois à 90 degrés. Ce geste va permettre à stabiliser ma victime. Dans un deuxième temps, le bras qui est le plus loin de moi, je vais venir le prendre paume contre paume. Je vais venir appliquer cette main sur la joue de ma victime. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une victime qui est inconscient a tous ses muscles relâchés. Si je relâche cette main, la main retombe. Mon geste n'aura servi à rien. C'est pourquoi, lorsque j'effectue cette opération, je dois garder ma main au niveau de la joue de la victime. Maintenant, je vais venir prendre le genou à l'opposé et tirer pour que le pied de ma victime soit le plus proche de ses fesses. Avec ceci, j'ai un levier. Je vais pouvoir retourner ma victime juste en effectuant une simple pression sur le genou. Si je reste dans cette position et que je bascule la victime va me tomber dessus. Je serai donc bloqué. C'est pourquoi je me recule tout bonnement. Une fois que je suis assez reculé, j'effectue une pression sur le genou. La victime bascule naturellement sur le côté. Maintenant j'ai une main qui est bloquée en dessous de la tête de la victime. Je vais devoir venir la retirer. Pour cela, je vais venir tenir le coude de ma victime, retirer ma main délicatement et stabiliser ma victime. Ma victime n'est pas stabilisée. Si je la laisse comme ça, elle va continuer à glisser sur le ventre. Je vais venir mettre un point au niveau de sa hanche et venir prendre l'intérieur du genou et le faire glisser pour qu'il vienne à 90 degrés. Ma victime est en trépied, elle ne peut plus glisser sur le ventre. Elle est stabilisée. Maintenant, je vais devoir venir ouvrir sa bouche pour faciliter l'évacuation des liquides. Une fois cette opération terminée, une fois la PLS terminée, je pourrai appeler les secours. Donc en conclusion, face à un enfant qui a perdu connaissance dans un premier temps, je viens vérifier la conscience. Serre-moi la main. Ouvre les yeux. Dans un deuxième temps, je vais venir effectuer une libération des voies aériennes pour vérifier qu'il respire. Il respire, c'est parfait. Je vais devoir donc le mettre en position latérale de sécurité. Une fois que ma position latérale de sécurité sera effectuée, je pourrai appeler les secours. Sujet suivant. Donnez l'alerte. Lorsque vous êtes confronté à une situation d'urgence, vous allez devoir appeler les secours. Vous allez devoir apprendre 3 numéros. Le 15. Le SAMU pour tout ce qui est urgence du domaine médical. Le 18. Les pompiers pour tout ce qui est urgent autre que médical. Incendie, accident de la route, etc. Et le 112. C'est le numéro européen des secours. Ces 3 numéros communiquent entre eux. Le but de l'alerte est que les secours arrivent le plus rapidement possible sur les lieux d'intervention. Dans un premier temps, il va falloir vous présenter à savoir nom et numéro de téléphone L. Dans un deuxième temps, vous allez devoir donner la localisation la plus précise possible de l'événement. Si vous êtes dans un immeuble, par exemple, vous allez devoir leur donner l'interphone, le digicode, l'étage, le numéro d'appartement. Dans un troisième temps, vous allez devoir donner la nature du problème. Un malaise, une plaie, un accident de la route, etc. Ensuite, il va y avoir un dialogue qui va s'installer entre vous et les services de secours. Les services de secours vont vous poser des questions. Par exemple, pour une brûlure, savoir à quel type de brûlure vous avez affaire, la localisation de cette brûlure, son aspect, etc. Répondez à ces questions. Vous allez pouvoir avoir des secours adéquats qui vous seront envoyés. Dans certains cas, l'opérateur vous demandera d'effectuer certains gestes. Ne paniquez pas. L'opérateur est là pour vous accompagner. Si vous n'êtes pas tout seul, vous allez pouvoir demander à la personne qui vous accompagne d'aller attendre les secours en bas de l'immeuble. Comme ça, les secours arriveront plus rapidement. Ce n'est jamais vous qui raccrochez en premier. C'est l'opérateur qui vous dira quand raccrocher lorsqu'il aura toutes les informations nécessaires. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'alerte doit être rapide et précise.
Vous allez devoir donner votre numéro de téléphone, le lieu de l'intervention et la nature du problème. Sujet suivant. La noyade prise en charge de la victime. Apprendre à porter de secours à une personne victime d'une noyade. 3 situations sont possibles pour chaque situation. Appelez à l'aide et sortez la victime de l'eau sans vous mettre en danger. Première situation. La victime est consciente et elle respire. Installez-la dans une position confortable. Couvrez la victime et effectuez un bilan complémentaire. Si nécessaire, appelez les secours et appliquez les consignes. Surveillez la personne. Deuxième situation. Allongez-la sur le dos. Ôtez les éléments gênants à l'évaluation. Évaluez la conscience. Évaluez la respiration en libérant les voies aériennes à la recherche d'un souffle associé à une amplitude thoracique sur 10 secondes. Alertez les secours. Installez-la en position latérale de sécurité. Couvrez-la. Surveillez-la jusqu'à l'arrivée des secours. Troisième situation. Allongez-la sur le dos. Évaluez la conscience. Si elle ne répond pas à vos ordres simples, elle est inconsciente. Libérez les voies aériennes. Si vous ne sentez pas de souffle, et qu'il n'y a pas de mouvement thoracique, ou que la respiration est anormale, c'est qu'elle est en arrêt cardio-respiratoire. Alertez les secours et demandez d'aller chercher un défibrillateur si c'est à proximité. Devant toute victime de noyade en arrêt cardio-respiratoire, il convient de réaliser immédiatement 5 insufflations orales initiales avant de débuter des compressions thoraciques. Réalisez 30 compressions thoraciques. Alternez 2 insufflations puis 30 compressions thoraciques jusqu'à l'arrivée des secours. Si vous ne vous sentez pas capable de faire du bouche à bouche, réalisez seulement les compressions thoraciques. N'hésitez pas à demander un relais si vous n'êtes pas seul. Continuez la réanimation cardio-pulmonaire jusqu'à l'arrivée des secours. Sujet suivant. Noyade chez l'enfant ou le nourrisson. Les premiers gestes de secours. Nous allons voir la conduite à tenir face à la noyade chez l'enfant ou chez le nourrisson. Dans un premier temps, vous allez sortir votre enfant, votre nourrisson de l'eau. Dans un deuxième temps, vous allez vérifier la conscience et la respiration. S'il respire, je mets mon enfant, mon nourrisson en position latérale de sécurité. S'il ne respire pas, je commence la procédure d'arrêt cardiaque. Que ce soit chez l'enfant ou chez le nourrisson, la première chose à faire c'est le sortir de l'eau. Dans un deuxième temps, on va vérifier son état de conscience. Chez le nourrisson, vous allez mettre votre doigt dans sa main. Un nourrisson, même s'il dort, aura le réflexe de vous serrer le doigt. Là, il ne me serre pas la main. Je vais essayer de le réveiller. Aucune réponse. Mon nourrisson est inconscient. Je vais maintenant vérifier sa respiration. Pour ce faire, je vais venir mettre une main sur le front, 2 doigts sous le menton et basculer la tête en arrière en position neutre. Je vais venir me pencher mes yeux en direction de sa poitrine. Et je vais vérifier que son ventre et son thorax se soulèvent. Avec ma joue et mon oreille, je vais entendre et sentir une respiration. J'effectue cette opération pendant 10 secondes. Si votre nourrisson ne respire pas, c'est qu'il est en arrêt cardiaque, je vous invite à aller écouter la partie sur l'arrêt cardiaque chez le nourrisson. Dans le cas où mon nourrisson respire, je vais devoir donc le mettre en position latérale de sécurité sur le côté, la bouche ouverte, le plus près de moi. La police chez les nourrissons est très simple. Je vais venir prendre mon enfant sur mon bras, le mettre sur le côté, son dos contre mon thorax. M'assurer que sa bouche soit bien ouverte. Vérifier sa respiration à l'aide de ma main au niveau de son thorax. Une fois que c'est fait, je pourrai appeler les secours. Nous venons de voir comment porter assistance à un nourrisson victime de noyade. Si maintenant vous êtes en présence d'un enfant, vous allez également vérifier la conscience et la respiration. Si maintenant votre enfant est inconscient et ne respire pas, il est en arrêt cardiaque. Je vous invite également à écouter la partie à ce sujet. Sujet suivant. À la plage, comment réagir face à une baïne ou à un courant d'arrachement? C'est un danger qu'on peut souvent rencontrer sur des plages françaises et partout dans le monde. Une baïne, c'est une dépression temporaire de la plage qui ressemble à une piscine naturelle. Elle se forme entre la mer et un banc de sable. Ce phénomène se crée sur toutes les plages de France de sable fin exposées à la houle et à un fort phénomène de marée. Les vagues déplacent le sable et creusent des cuves visibles à marée basse sur la plage. Lorsque la marée ou les vagues remplissent ou recouvrent la baïne, il se crée un violent courant de chasse quand l'eau se retire de ses piscines naturelles. Et ce courant est tellement fort qu'aucun être humain ne peut y résister. Le meilleur comportement à adopter reste de se laisser porter par le courant sans résister et d'attirer l'attention des sauveteurs. Il est inutile de vouloir affronter le courant de face.
Le mieux c'est encore de se laisser porter en nageant latéralement pour sortir du lit du courant pour ensuite revenir vers la plage. Le courant d'arrachement entraîne vers le large les eaux portées par les vagues. Ce courant se forme généralement dans les discontinuités de profondeur dans les bancs de sable de la plage. Il peut être aussi très puissant si les vagues sont importantes. Le comportement à adopter est le même que pour les baïnes. Il faut signaler ces difficultés aux sauveteurs ou aux gens proches. Et s'il n'y a personne pour vous aider à nager latéralement, et donc face à la plage, pour sortir du courant avant de revenir vers le bord. En revanche, les courants d'arrachement sont utilisés beaucoup par les surfeurs pour permettre de passer la barre et atteindre les vagues intéressantes pour les surfer. Dernier conseil, renseignez-vous sur les dangers éventuels d'une plage avant de vous jeter à l'eau. Pour ça, rien de tel que le poste des sauveteurs. Sur le poste, vous trouverez souvent un plan de la plage où sont indiqués les courants et les dangers éventuels. Encore mieux, profitez d'une baignade surveillée entre les drapeaux, généralement verts. Ces drapeaux ne sont pas là pour rien. Ils sont placés quotidiennement par les sauveteurs dans les zones où le courant est le plus faible. Sujet suivant. Incendie à domicile. Première situation. L'incendie est à l'extérieur de votre domicile. Appelez au plus vite les pompiers. Fermez les portes et mettez des linges mouillés en bas des portes. Si possible, fermez l'arrivée de gaz. Allez à la fenêtre pour que les pompiers vous voient. N'ouvrez les fenêtres qu'à la demande des secours. Ne sortez pas dans la cage d'escalier. Et surtout, ne prenez pas l'ascenseur. Deuxième situation. L'incendie se déclare chez vous. Tentez d'éteindre le feu en utilisant des linges humides, un extincteur ou un couvercle s'il s'agit d'une frite en feu. S'il y a de la fumée dans la pièce, baissez-vous et couvrez-vous le nez et la bouche avec un linge humide. Fermez la porte de la pièce en feu. Si possible, fermez l'arrivée de gaz. Appelez au plus vite les pompiers. Faites sortir tout le monde sans oublier d'alerter vos voisins. Ne prenez pas l'ascenseur. Sujet suivant. Vous allez apprendre à porter secours à une personne victime d'une intoxication par inhalation de monoxyde de carbone. Ce gaz est inodore incolore et indolore. Il provient le plus souvent de chauffe-eau ou de chaudières défaillants. En fonction de l'état de la victime, 2 situations sont envisagées. Situation numéro 1. La victime est consciente. Elle ne se sent pas bien et se plaint de maux de tête, vertiges, nausées, vomissements. Elle a des troubles du comportement, perd connaissance. Il est alors fort probable que la personne soit victime d'une intoxication par inhalation de monoxyde de carbone. Sans prendre de risque, ouvrez tout de suite les fenêtres ou portes. Éteignez l'appareil en cause si possible. Évacuez la victime et placez-la si possible à l'air libre. Installez-la dans la position où elle se sent le mieux. Appelez les services d'urgence. Situation numéro 2. Vous découvrez une victime qui a perdu connaissance et vous constatez que vous êtes dans une pièce en présence d'un chauffe-eau ou d'une chaudière. Vous pouvez alors suspecter une intoxication par inhalation monoxyde de carbone. Sans prendre de risque, ouvrez tout de suite les fenêtres ou portes. Éteignez l'appareil en cause si possible. Faites un dégagement d'urgence à l'air libre si possible. Vérifiez la respiration et agissez en fonction de l'état de la victime. C'est-à-dire que si elle respire, installez-la en position latérale de sécurité. Alertez les services d'urgence. Couvrez-la et surveillez-la jusqu'à l'arrivée des secours. Si elle ne respire pas, alertez les services d'urgence et débutez une réanimation cardio-pulmonaire en alternant 30 compressions thoraciques avec 2 insufflations. Si vous ne savez pas faire de bouche à bouche, faites seulement des compressions en gardant un rythme de 2 par seconde. Sujet suivant. Accident dentaire. 3 situations sont à envisager. Première situation. La dent est complètement sortie de la gencive. Ne tentez pas de la réimplanter vous-même. Faites rincer la bouche avec de l'eau potable. Les saignements sont stoppés en comprimant la gencive à l'aide d'une compresse stérile. Tenez la dent par la couronne et non par la racine qui contient encore les cellules vivantes. Placez-la dans du liquide physiologique ou, à défaut, du lait. Emmenez la victime le plus rapidement possible chez un dentiste. Plus vite vous agissez, plus les chances de réinsertion de la dent sont grandes. Deuxième situation. La dent est déplacée, mais toujours dans la gencive, laissez la dent le plus proche possible de sa position initiale. Emmenez la victime chez le dentiste. Plus vite vous agissez, plus les chances de réinsertion de la dent sont grandes. Troisième situation. La dent est cassée. Récupérez le bout et placez-le dans du liquide physiologique ou, à défaut, du lait. Emmenez la victime le plus rapidement possible chez un dentiste. Sujet suivant. Réagir en cas de convulsion. Premier secours pour personnes âgées. Si vous êtes témoin d'une crise de convulsion, il faut agir ainsi.
Écartez tous les objets pouvant provoquer des lésions ou protéger leurs abords. Protégez la victime des chocs à l'aide de vêtements ou de couvertures. Ne cherchez pas à l'immobiliser à moins qu'elle ne soit dans une position ou une situation dangereuse. Ne placez rien dans sa bouche. Elle n'avalera pas sa langue. Après la crise, si tout va bien, il faut la rassurer. Basculez prudemment sa tête en arrière pour dégager les voies aériennes. Assurez-vous qu'elle respire normalement. Si oui, positionnez-la sur le côté ou position latérale de sécurité. Restez avec elle jusqu'à ce qu'elle reprenne totalement connaissance. Ceci peut prendre quelques minutes. Ensuite, rassurez la personne car après une crise, elle peut être angoissée et ne pas se rappeler de ce qu'il s'est passé. Appelez les services d'urgence si les convulsions durent plus de 5 minutes ou se répètent. Appelez les services d'urgence si la personne ne reprend pas connaissance ou si la personne n'a jamais eu de convulsions auparavant. Si la personne arrête de respirer, vous devez pratiquer un massage cardiaque en attendant les secours. En vieillissant, les risques de crise sont beaucoup plus élevés. Sujet suivant. Traumatisme de la colonne vertébrale et de la tête. Si vous suspectez un tel traumatisme, ne mobilisez jamais la victime. Laissez-lui son casque et conseillez-lui de ne faire aucun mouvement, en particulier de la tête. Vous risqueriez de léser la moelle épinière et d'entraîner une paralysie. Rassurez la victime. Alertez les secours. Surveillez la victime jusqu'à l'arrivée des secours. Vous pouvez suspecter un traumatisme de la colonne vertébrale et de la tête si la victime a plus de 65 ans, ou alors s'il s'agit d'un accident de la route, ou alors si la chute est supérieure à la taille de la victime, ou alors si la victime se plaint de picotements aux extrémités de douleur au niveau de la tête, la nuque ou le dos, ou alors qu'elle souffre d'une perte de la sensibilité ou une faiblesse musculaire dans le torse ou dans les membres supérieurs, ou alors si elle a une perte de vigilance. Sujet suivant. Accident de la route. Si vous êtes témoin d'un accident de la route, allumez vos feux de détresse et garez votre véhicule si possible après le lieu de l'accident. Mettez le gilet avec bande réfléchissante avant de sortir de votre véhicule. Si vous n'en avez pas et qu'il fait sombre, utilisez des linges blancs. Coupez le contact du véhicule. Faites descendre les occupants du véhicule accidenté et mettez-les en sécurité sur le bas-côté derrière les glissières de sécurité si elles existent. Adaptez vos gestes en fonction de l'état des victimes. S'il y a un blessé grave, qui ne peut se déplacer, vous ne devez pas le bouger sauf si la situation dans laquelle il se trouve présente un danger pour sa vie. Balisez la zone de 15-0 mètres environ avant et après l'accident à l'aide de triangles de signalisation. Alertez les secours. Si vous êtes sur l'autoroute, utilisez les bornes d'appel d'urgence. Empêchez de fumer près de l'accident. Si vous avez des extincteurs de voiture, sortez-les et utilisez-les seulement en cas de feu naissant. Sujet suivant. Attaque de requin. Ces gestes qui peuvent sauver votre peau. Mettre les doigts dans les yeux. Dans les points vulnérables, les branchiers. Taper sur le museau. Appeler à l'aide. Chercher de l'aide. Et apporter de l'aide si vous êtes témoin. Ne pas se baigner au lever ou au coucher du soleil. Quand vous vous baignez à l'étranger, plus vous vous baignez dans un coin où la biodiversité est protégée, plus il y a de bonnes populations de poissons. Plus il y a de bonnes populations de poissons, plus il y a de requins dangereux pour l'homme, au coucher et au lever du soleil. Sujet suivant. Astuces pour ralentir considérablement les pompiers. Surtout, n'allez pas vérifier sur Google Maps que l'entrée de votre résidence est bien renseignée. Surtout n'allez pas vérifier que sur Google Maps, l'entrée de votre résidence soit erronée de 100 mètres, ce qui suffit à ralentir les pompiers d'au moins 5 minutes. Le cas échéant, surtout n'allez pas sur Google Maps. Surtout, ne cliquez pas sur signaler une erreur. Surtout, ne corrigez pas la position de l'entrée de votre résidence. Attendez qu'il y ait des morts ou des séquelles graves pour en parler à la prochaine Assemblée générale. Sujet suivant. Symptômes, indices, signes avant-coureurs, comment reconnaître un AVC. Accident vasculaire, cérébral. Cette liste n'a pas la prétention d'être exhaustive. Apparition brutale d'une paralysie de la moitié du corps. Paralysie brutale du visage. Faiblesse brutale d'un bras. Faiblesse brutale d'une jambe. Trouble de la parole. Trouble, perte d'équilibre. Baisse de la vision. Mal de tête intense. La main qui d'un coup ne fonctionne plus alors que vous étiez en train de couper des légumes, par exemple. La jambe qui soudainement paie une tonne. Les mots manquent. Le bras s'affaisse. La bouche se déforme. Vision qui s'obscurcit. Difficulté à parler. Troubles visuels brutaux. Tout d'un coup, on voit plus d'un œil. Tout d'un coup, on voit double. Source dans la description sous la vidéo.
Notez l'heure du début des problèmes. Attrapez un téléphone, appelez le 15, dites votre nom, prénom, adresse et ce qui se passe à la personne au bout du fil. Même si les symptômes ont régressé au bout de quelques minutes, il faut quand même appeler impérativement le 15. Parce que même si les symptômes ont régressé au bout de quelques minutes, ça peut vouloir dire que c'était la première vague et que le gros des vagues ne va pas tarder à arriver. Sujet suivant. Symptômes, indices, signes avant-coureurs, comment reconnaître un angor, angine de poitrine. ANGOR, contraction de la locution latine angor pectoris, qui veut dire constriction de la poitrine. Cette liste n'a pas la prétention d'être exhaustive. Obstruction partielle d'une ou plusieurs artères coronaires. Douleur ou inconfort à la cage thoracique. Les victimes parlent de serrement, de pression au niveau de la cage thoracique. Cette douleur, inconfort, serrement, pression peut irradier de la cage thoracique pour atteindre d'autres endroits du corps, notamment vers le haut du corps, les épaules, les bras, le dos. Pas toujours une douleur qui irradie du côté gauche. Peut-être une douleur qui irradie du côté droit. Suées abondantes. Nausées. Vomissements. Essoufflement. Faiblesse. Douleur dans la poitrine qui irradie vers les épaules ou un bras ou deux, pas que le bras gauche. Douleur dans l'estomac. Serrement. Angoisse. Parfois gêne pour respirer. Parfois palpitation. Pesanteur au niveau du ventre. Barre et taux derrière le sternum qui peut irradier vers la nuque ou les bras. Parfois suite à un effort. Parfois suite à une émotion forte. Source dans la description sous la vidéo. Notez l'heure du début des problèmes. Attrapez un téléphone, appelez le 15, dites votre nom, prénom, adresse, et ce qui se passe à la personne au bout du fil. Ne faites pas la connerie de conduire vous-même votre voiture pour aller à l'hôpital, sauf si la personne du 15 vous dit de le faire. L'angine de poitrine, l'angor, est une ébauche, une version brouillon, une version gentille de l'infarctus du myocarde, IDAM, c'est-à-dire la crise cardiaque. Sujet suivant. Symptômes, signes avant-coureurs d'une crise cardiaque, aussi appelé infarctus du myocarde. IDM. Obstruction totale d'une ou plusieurs artères coronaires. L'infarctus est donc la version aggravée de l'angine de poitrine, puisque peut mener à l'arrêt total du cœur. Attention, cette liste n'a pas la prétention d'être exhaustive. Chez les hommes, douleur ou inconfort à la cage thoracique. Les victimes parlent de serrement, de pression au niveau de la cage thoracique. Pesanteur, pression dans la poitrine. Cette douleur, inconfort, serrement, pression, pesanteur peut irradier de la cage thoracique pour atteindre d'autres endroits du corps, notamment vers le haut du corps, la nuque, cou, la mâchoire, les épaules, les bras, le dos. Pas toujours une douleur qui irradie du côté gauche. Peut-être une douleur qui irradie du côté droit. Douleur oppressive derrière le sternum. Barre derrière le sternum. Sensation d'être prise en étau derrière le sternum. Sensation de cœur pris dans un étau. Comme un poids au centre de la poitrine. Transpiration, suée plus ou moins abondante. Nausée. Pâleur. Mal à la tête. Vertige. Brûlure d'estomac. Souffle court. Vomissement. Troubles digestifs. Essoufflement. Faiblesse. Douleur à la poitrine, qui dure plus de 20 minutes, même au repos ou au retour au repos. Mal à la mâchoire. Mal au bras. Principalement le bras gauche, mais parfois pas du tout, c'est le bras droit uniquement. Parfois peut irradier jusqu'au poignet. Douleur indépendante de vos mouvements. Que vous bougiez ou pas, ça n'arrange pas votre douleur. Douleur indépendante et pas en rythme avec vos mouvements. Parfois, douleur dans la partie haute du ventre. Attention, cette liste n'a pas la prétention d'être exhaustive. Chez les femmes, plus dangereux chez la femme. Parce que les symptômes sont beaucoup moins bien connus. Beaucoup mieux connus chez l'homme. Les infarctus sont plus mortels chez les femmes parce que les symptômes observés chez la victime peuvent être très différents des symptômes canon calibrés sur l'homme. Les femmes ont tendance à appeler trop tard les urgences. Pas forcément de douleur dans la cage thoracique. Parfois, aucune douleur. Parfois des douleurs mais atypiques. Sensation d'épuisement. Essoufflement inhabituel à l'effort. Nausée. Embarras gastrique. Palpitation. Sueur. Douleur à l'estomac. Vomissement. Faible douleur à la poitrine. Sensation d'indigestion. Soudaine fatigue intense. Si la personne est fumeuse et ou obèse, s'inquiétez d'autant plus. Source médicale dans la description sous la vidéo.
Notez l'heure du début des problèmes. Attrapez un téléphone, appelez le 15, dites votre nom, prénom, adresse et ce qui se passe à la personne au bout du fil. Ne faites pas la connerie de conduire vous-même votre voiture pour aller à l'hôpital, sauf si la personne du 15 vous dit de le faire. Sujet suivant. Symptômes, signes, avant-coureurs d'une embolie pulmonaire. Un déchet organique qui se balade dans les tuyaux sanguins et finit par aller se bloquer dans l'une des artères des poumons. L'oxygène va alors avoir du mal à entrer dans le sang. Moins d'oxygène qui va dans le sang. Le cœur peut mal réagir. Attention, cette liste n'a pas la prétention d'être exhaustive. Douleur dans la poitrine qui dure. Douleur dans la cage thoracique. Point brutal dans la poitrine. Difficulté à respirer. Essoufflement. Gêne pour respirer. Accélération du rythme cardiaque. Tous et crachats avec du sang. Malaise. Si la personne s'est déjà plainte dans le passé d'un mollet gonflé, d'une douleur constante dans un mollet, pensez d'autant plus à une embolie pulmonaire. Parmi les causes les plus connues des embolies pulmonaires, il y a une complication d'une phlébite. Une phlébite, c'est un caillot présent dans une veine de la jambe. Et quand un petit bout, un fragment de ce caillot se libère et va se balader dans le système sanguin, il peut arriver au niveau du poumon et créer une embolie pulmonaire. Mais il n'y a pas que les phlébites. Il y a aussi les infections graves qui peuvent générer des embolies pulmonaires. Il y a aussi les cancers. Il y a aussi le port d'un plâtre. Il y a aussi la grossesse. Source dans la description sous la vidéo. Notez l'heure du début des problèmes. Attrapez un téléphone, appelez le 15, dites votre nom, prénom, adresse et ce qui se passe à la personne au bout du fil. Sujet suivant. Le docteur Mehdi Moussaïd a créé une liste de 10 conseils pour survivre à un mouvement de foule. J'estime que ces 10 conseils devraient être enseignés dès l'école primaire. Malheureusement, le docteur Moussaïd a publié ces 10 conseils dans une vidéo, beaucoup trop longue. Je vous l'ai mise dans la description, sous la vidéo. Il faut se taper 7 minutes d'introduction pour y avoir enfin accès. Dans le cadre d'une démarche d'apprentissage et de rappel mensuel. C'est assez médiocre. Voilà ce qui a motivé ma démarche de concentration. 10 conseils pour survivre à un mouvement de foule. Conseil numéro 1. Ouvrez les yeux. Activez votre sens visuel pour vous sortir de la masse. Activez votre sens visuel pour trouver un chemin de sortie. Parfois, pour savoir par où s'échapper, c'est plus simple d'estimer où est le cœur de la foule. Imaginons que vous avez l'impression que le cœur de la foule est environ 20 mètres devant vous. Dans ce cas, la direction de fuite, c'est plutôt dans votre dos. Vous ne pourrez probablement pas marcher tout droit. Soyez souple. Vous suivez grosso modo une direction. Des fois, vous devrez faire des virages et des demi-tours. Comme quand vous barrez un bateau, les vagues vous dévient. Vous ne pouvez pas lutter contre les vagues. Par contre, vous pouvez corriger en permanence pour suivre un cap. 10 conseils pour survivre à un mouvement de foule. Conseil numéro 2. Anticiper. Si sans y penser, sans faire exprès, tu ne touches personne avec tes épaules, pieds, mains, ça va. Par contre, si tu commences à toucher involontairement un ou plusieurs personnes avec tes épaules, pieds, mains, il est temps de s'écarter. Si tu commences à avoir du mal à toucher ton visage avec ta main, la situation est très dangereuse. Tu aurais déjà dû commencer à t'écarter, calmement, mais sérieusement. Quittez les lieux dès que vous commencez à avoir un doute. Quand vous commencez à douter, c'est qu'il n'y a pas de doute. Quand vous commencez à trouver que c'est un peu bizarre quand même, c'est qu'il n'y a pas de doute. Ne courez pas. Quittez les lieux calmement. 10 conseils pour survivre à un mouvement de foule. Conseil numéro 3. Si vous ne pouvez plus fuir, restez debout. Si tu tombes, c'est là que tu risques de te faire piétiner. Et en plus de te faire piétiner, tu vas devenir une formidable machine à faire tomber les autres. Effet domino. Boucle rétroactive d'amplification exponentielle. Faut garder l'équilibre. Ne pas tomber. Ne pas tomber. Ne pas tomber. Reste debout sur tes jambes. Utilise tes yeux pour détecter, anticiper, enjamber les sacs à dos. Utilise tes yeux pour détecter, anticiper, enjamber les gens tombés. 10 conseils pour survivre à un mouvement de foule. Conseil numéro 4. Économise ton oxygène. Quand il y a des morts dans un mouvement de foule, c'est fortement en lien avec un problème d'asphyxie. Ne crie pas. Ne panique pas. Fais pas des gestes brusques. Fais pas des gestes violents. Ne pousse pas. Ne force pas.
Calme ta respiration. 10 conseils pour survivre à un mouvement de foule. Conseil numéro 5. D'ailleurs, ne résiste pas aux poussées. Accompagne les poussées. Laisse-toi porter par les vagues. Tu n'as aucune chance d'arrêter une vague. C'est comme si je te demandais de lever les bras haut vers le ciel. Et que je venais te poser la moitié d'une Twingo sur les mains. Et en plus que tu n'as aucune chance. En t'opposant, tu vas aggraver le problème. 10 conseils pour survivre à un mouvement de foule. Conseil numéro 6. Bon, malheureusement, si tu vois que tu commences à t'approcher d'un mur ou d'un grillage, là, si, va falloir résister. Éloigne-toi des murs. Éloigne-toi des parois. Éloigne-toi des bastingages. Éloigne-toi des grillages. Éloigne-toi des poteaux. Éloigne-toi des balcons en fer forgé. Éloigne-toi des obstacles. 10 conseils pour survivre à un mouvement de foule. Conseil numéro 7. Quand la pression va augmenter, quand plein de corps vont commencer à venir te presser, replie tes bras en position de garde de boxe. Ça va soulager la pression. Ça va protéger ta cage thoracique contre les pressions fortes et les coups de coude. Et ça te permet de protéger également ta tête et ton visage. Tête et visage sont précisément des zones de protection prioritaires de ton corps. 10 conseils pour survivre à un mouvement de foule. Conseil numéro 8. Dans les morts liées à des mouvements de foule, les responsables, c'est pas tellement le danger suspecté. Dans les morts liées à des mouvements de foule, les responsables, c'est les mouvements de panique tout d'un coup. Dans les morts liées à des mouvements de foule, les responsables, c'est que tu vois 10 personnes courir vers toi pleine balle. Alors tu commences à courir, toi aussi comme un buffle dans le même sens. Et au final, il n'y avait en vrai aucun danger particulier. Et ce qui a tué 4 enfants et 2 adultes en 5 secondes, c'est pas le danger suspecté, c'est le fait que 10 personnes ont fait peur à 100 personnes en courant pleine balle dans une direction par peur. Si tu vois 50 personnes qui t'arrivent pleine balle dans la fif, fais pas comme eux. Ne cours pas avec les buffles. Ne deviens pas un buffle à ton tour. Esquive dans le sens latéral. Comme les boxeurs, encore une fois, tu esquives pas en reculant. Tu esquives en partant sur le côté. Les buffles vont s'essouffler, se piétiner et venir à manquer d'oxygène. Toi, tu gardes ton oxygène en ne paniquant pas. Toi, tu gardes ton oxygène en ne courant pas. Toi, tu gardes ton oxygène en esquivant latéralement. 10 conseils pour survivre à un mouvement de foule. Conseil numéro 9. Aide les autres quand tu peux. La tentation est forte de commencer à mettre des coups de pointe au buffle. Mais si tu frappes quelqu'un, déjà il va vouloir se venger. Il va gêner ta progression. Si tu l'as frappé pour protéger ta famille, il va vouloir maintenant s'en prendre à ta famille. Donc, tu obtiens un résultat opposé à celui de départ. Et en plus, si tu couches une personne par impact du pied ou du poing, cette personne va devenir une formidable machine à ralentir voire faire tomber les autres. Ta sœur, ta fille, ta grand-mère pourrait trébucher sur son corps. Si quelqu'un tombe par terre, ça va nuire à tout le monde dans la foule. Étant donné ceci, aide les autres à se relever vite. Ne pousse pas les autres, tu risques de les faire tomber, ce qui va te nuire à toi et toute ta famille ou groupe d'amis. En plus, il y a des chances que tu sois éloigné de ta copine, de ta fille par la foule. Si tu prends soin des gens à tes côtés, même si tu les connais pas, ça encourage les gens à côté de ta copine, de ta fille à l'aider à se relever. En ton absence, réciproquement, si tu es violent ou cruel avec des gens que tu connais pas, sa famille à 20 mètres, qui te voit, va pas se concentrer sur aider ta copine ou ta fille à côté d'eux. Ils vont se concentrer sur toi qui a l'air dangereux. En plus, avec le nombre de caméras de surveillance maintenant, non seulement tu pourrais sortir de la foule avec quelques douleurs, voire blessures plus ou moins graves liées au mouvement de panique. T'as pas envie en plus de recevoir dans quelques jours la visite des gendarmes, qui vont t'emmener en gendarmerie regarder une vidéo dans laquelle on te voit taper un jeune homme affolé ou une mère de famille hystérique. Déjà, même dans la panique frappée, ça reste un délit. Mais en plus, frapper et ne pas aider les gens en difficulté à côté de toi, ça peut être assimilé lors d'un procès à une circonstance aggravante. En plus, quand tu commençais à frapper, tu perds la mémoire. Si les gens se sont énervés quand les pompiers vont arriver, ils vont perdre encore plus de temps à savoir qui est qui va avec qui. Et un pompier ralenti, ça veut dire plus de souffrance. Un pompier ralenti, ça veut dire des temps de rémission plus longs. Un pompier ralenti,
Ça veut dire un pompier travaille plus difficilement et plus lentement. Quand tu vas chercher ta copine ou ta fille, tu vas interroger des gens. Tu seras bien content qu'ils se souviennent des couleurs des vêtements, des gens ou des signes distinctifs. C'est le genre d'information que le cerveau ne mémorise plus quand l'humaine commence à s'énerver. Sujet suivant. Comment survivre à une chute d'ascenseur? Conseils de survie et secourisme. Bonjour à tous. Dans un premier temps, je vais vous donner des conseils pour vous éviter d'avoir un accident d'ascenseur grave. Dans un deuxième temps, je vais vous donner des conseils à suivre s'il vous arrive un accident d'ascenseur, malgré les moyens de prévention. Vous trouverez mes sources dans la description. Je préférais que des spécialistes vous parlent du sujet. Mais à ce jour, février 2023, sur le YouTube francophone, il n'y a rien de rien. Aucun spécialiste n'a semble-t-il jugé bon de se sortir les doigts pour faire au moins le minimum de prévention sur le YouTube francophone. Comment survivre à une chute d'ascenseur? Conseil numéro 1. C'est un conseil très simple. Et pourtant, il est très dur à suivre. Conseil numéro 1. Avant d'entrer dans l'ascenseur, assurez-vous de ne pas marcher dans le vide. Avant d'entrer dans l'ascenseur, assurez-vous que la cabine est bien arrivée. Nous, Français, ne le faisons jamais. J'ai plus de 30 ans, j'ai jamais vu aucun Français avoir ce réflexe de vérification. Pourtant, nous ne devrions jamais rentrer dans une cabine d'ascenseur machinalement. Nous devrions tous avoir le réflexe de vérifier si la cabine est bien là avant d'entrer. Pour ne pas tomber dans le puits. Imaginez les personnes qui conduisent une poussette, et qui donc ont encore moins de chances de voir ce qui se trouve devant eux au moment de rentrer. Et qui en plus, si ce malheur arrive, ça peut être suivi de la mort de plusieurs personnes, dont un bébé. Et je rappelle que si, ça arrive tous les jours, et dans tous les pays du monde, que les portes s'ouvrent alors que l'ascenseur n'est pas arrivé. Nous, les Français, nous croyons y miser. Et c'est précisément ce sentiment d'immunité qui peut nous coûter la vie, et celle d'un ou plusieurs bébés. Nous avons terminé la partie prévention. Maintenant, nous allons parler de ce qu'il faut faire si l'accident a eu lieu. Scénario alpha. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, mais la cabine n'était pas là. La cabine était coincée à un niveau supérieur au vôtre. Vous êtes tombé dans le puits de l'ascenseur. Vous vous êtes ramassé probablement tout au fond du puits. Vous êtes probablement blessé plus ou moins grièvement. Vous avez peut-être même une commotion cérébrale. Vous êtes même peut-être tombé avec une poussette. Comment survivre à une chute d'ascenseur? Conseil numéro 2. Allongez-vous immédiatement, tout de suite, sans réfléchir, sans discuter. Tous les bâtiments respectueux des normes ont un espace tampon encore plus bas que le plus bas des niveaux de la cabine de l'ascenseur. Cet espace tampon est équipé de ressorts verticaux. Ces ressorts peuvent vous sauver la vie si vous êtes bien allongé sur le sol. Même si l'ascenseur s'écrase tout au fond du puits sur vous, les ressorts l'obligeront à stopper sa chute quelques dizaines de centimètres avant d'arriver à votre niveau. Donc si vous êtes tombé avec une poussette, j'imagine qu'il faut extraire le bébé et le coller au sol. Avec une commotion cérébrale et le choc de la chute, de la peur, de l'obscurité, ça doit vraiment pas être facile de penser à détacher bébé de son harnais. Comment survivre à une chute d'ascenseur? Conseil numéro 3. Non seulement vous devez vous allonger au maximum, immédiatement, tout de suite, mais ensuite vous devez surveiller du regard ce qui arrive d'en haut. Parce qu'il y a une des faces du puits qui est plus dangereuse que les autres. C'est la face du puits sur laquelle courent les contrepoids. Cherchez du regard la cabine de l'ascenseur. Une fois que vous avez repris la cabine de l'ascenseur, regardez derrière elle. Derrière la cabine, c'est la face où courent les contrepoids. Faut rester allongé, mais mettre votre corps du côté opposé à celui des contrepoids. Votre tête, et celle du bébé, doivent être de préférence du côté de la porte d'entrée de la cabine de l'ascenseur. Les contrepoids se trouvent du côté opposé à celui de la porte d'entrée de la cabine de l'ascenseur. Mettez votre tête du côté opposé à celui des contrepoids. Mettez votre tête du côté de la porte d'entrée de la cabine de l'ascenseur. Scénario bêta. Vous êtes entré dans la cabine de l'ascenseur. Et la cabine s'est mise à tomber en chute libre. Comment survivre à une chute d'ascenseur? Conseil numéro 4. Ne commencez en aucun cas à sauter. Allongez-vous le plus rapidement possible sur le sol de la cabine. Ne restez pas debout. Tirez vos enfants sur le sol. Tirez votre mari vers le sol. Empêchez vos voisins de rester debout. Peut-être faut-il se mettre soi-même allongé par terre et faire des crocs en jambes aux autres personnes pour les forcer à se coucher. Comment survivre à une chute d'ascenseur?
Conseil numéro 5. Une fois allongé sur le sol de la cabine, couvrez votre visage et votre tête avec vos bras. Cela peut, dans certains cas, vous sauver d'un traumatisme crânien. Évidemment, une chute d'ascenseur va tellement vite que vous n'aurez pas le temps de faire grand-chose. Scénario gamma. Vous êtes dans la cabine de l'ascenseur. L'ascenseur est en panne, mais pas en chute libre. Comment survivre à une chute d'ascenseur? Conseil numéro 6. Servez-vous de tout ce que vous avez sous la main pour créer une protection amortissante entre vous et le sol de la cabine. Par exemple, si vous avez un sac, vous vous allongez en mettant le sac sous votre tête. Si vous avez plusieurs sacs, vous essayez de vous allonger sur ces sacs de tout votre long. Et c'est pareil avec les doudounes, les valises et les vestes, les boîtes, les cartons, etc. Scénario delta. Vous êtes coincé dans la cabine de l'ascenseur. La cabine de l'ascenseur est arrivée à un niveau, mais les portes d'étage ou les portes de l'ascenseur ne s'ouvrent pas. Comment survivre à une chute d'ascenseur? Conseil numéro 7. N'approchez pas vos mains des portes d'étage ou des portes de l'ascenseur. N'essayez pas d'ouvrir les portes d'étage ou les portes de l'ascenseur. Si l'ascenseur démarre brusquement ou chute, tombe, votre main ou votre bras sera sectionné et ou broyé. Comment survivre à une chute d'ascenseur? Conseil numéro 8. Appelez, criez pour qu'une personne à l'extérieur de l'ascenseur appelle les secours ou un spécialiste des dépannages d'ascenseur. Comment survivre à une chute d'ascenseur? Conseil numéro 9. Si vous êtes coincé dans un ascenseur entre 2 étages, que toutes les portes sont ouvertes, ne sortez pas de la cabine. Même problème que juste avant, vous risquez d'être sectionné en 2. J'invite des spécialistes ou les secouristes à refaire cette vidéo en mieux. Je les invite à me contacter par courriel. Mon adresse électronique se trouve dans la section à propos de la présente chaîne YouTube. Attention, uniquement depuis un ordinateur. Pas depuis un smartphone. Sujet suivant. Quand faut-il emmener bébé aux urgences? Comment savoir? Astuce mnémotechnique du drapeau italien. J'ai eu l'occasion de constater à plusieurs reprises que certaines infirmières en maternité et certaines sages-femmes veillent scrupuleusement à exercer une diffusion ultra-sexiste et excluante d'informations pourtant vitales pour les bébés. C'est pourtant pas très compliqué d'imprimer sur une feuille les principaux moyens mnémotechniques. Je pense notamment aux moyens mnémotechniques du drapeau italien, vert, blanc puis rouge. Le vert concerne la couleur du vomi. Si bébé vomit vert, oui, bébé doit aller aux urgences. Le blanc, c'est concernant le caca. Si le caca est blanc, oui, bébé doit aller aux urgences. Autre circonstance. Si bébé n'a pas fait caca depuis 7 jours, oui, bébé doit aller aux urgences. Nous, ça n'a jamais dépassé 2 jours. 7 jours, c'est pour les urgences. Mais vous pouvez appeler son pédiatre beaucoup plus tôt pour avis. Le rouge. Le rouge, c'est pour le visage. Si le visage est rouge et que la température dépasse 39 degrés C pendant plus de 48 H, urgence directe. Nous, 39,8 température rectale, suite vaccination. A duré une nuit. Bon, en fait, pour ce qui est de la température, c'est un peu le bordel, j'ai l'impression. Plusieurs sources d'origine médicale se contredisent un peu. C'est pour ça que je les ai mises dans la description sous la vidéo. Je vous invite à aller les voir pour cerner l'idée générale. Certains disent que la valeur de température limite est pas la même avant 3 mois. Certains disent que la limite, c'est 41 degrés C, quel que soit l'âge. Sujet suivant. Triangle du feu. Pour provoquer du feu, il faut 1. Un combustible liquide, solide, gazeux. 2. Oxygène. 3. Flamme, court-circuit, échauffement, etc. Les classes de faux. Point classe A, feu de matière solide dissèque bois, papier, tissu. Point classe B, feu de liquide ou de solide liquéfié. Point classe 5, feu de gaz. Point classe D, feu de métaux et de certaines matières plastiques. Point classe F, feu d'huile ou graisse servant d'auxiliaire de cuisson. Point si vous utilisez l'extincteur à l'extérieur, il faut toujours se positionner en sorte que le vent souffle dans le dos. Comme quand tu fais pipi. Point les extincteurs à poudre, ABC sont les plus polyvales. Ils sont efficaces contre les feux de classe A, B et C. Les extincteurs à mousse sont utilisables sur les feux de classe A et B. Les extincteurs à CO2 servent à éteindre les feux de classe B. Pour respecter la distance lors de l'utilisation d'extincteurs, il faut compter 1 lettre en mètre, 2 lettres de mètre, 3 lettres 3 mètres. Les points à retenir. Il est interdit de brancher une multiprise sur une multiprise.
Il est interdit de brancher une triplette sur une multiprise. 83% des appareils ou prises électriques venant d'Asie sont dangereux. Si on veut utiliser un enrouleur de 3-4 mètres, on déroule tout, sinon ça fait résistance, ça chauffe et il peut brûler. C'est pareil pour aspirateur. Il est interdit de mettre quelque chose sur un convecteur. Il faut toujours débrancher les chargeurs après chaque utilisation. Ne jamais téléphoner pendant le chargement de portable car on peut prendre 220 volts. Risque d'électrisation. Ne jamais mettre des produits inflammables à côté de plaques de cuisine. Ascenseur. Si le bouton d'appel est en métal, ne pas appeler l'ascenseur si vous avez mis de la Crème-X pour les mains, crème hydratante ou gel, HOH ou eau de Cologne, sinon risque des pare-feux en lien avec étincelles. Ne jamais mettre une crème gras, eau de Cologne ou gel, HOH sur le visage d'une personne qui va porter un appareil d'oxygène. Oxygène comburant. Gras carburant. Déjà eu accident brûlure visage, personnes âgées. Évitez les mains également. Les ondes du portable sont dangereuses énergies d'activation. Avant d'appeler les pompiers, il faut effectuer une levée de doute. Que vraiment besoin d'appeler les pompiers? Qu'il y a effectivement un feu. Que tu peux pas gérer ce feu toi-même. Si vous utilisez un extincteur, que vous le videz, et que le feu n'est pas éteint, c'est mort. Évacuez et appelez les pompiers. N'essayez pas avec un autre extincteur. En cas de fuite de gaz, sortez de l'appartement et utilisez votre portable dehors car les ondes de votre téléphone peuvent provoquer une explosion. Si l'huile prend feu, utilisez un couvercle ou linge humide. Attention, ne mettez pas d'eau sur la friture. Le feu peut se propager par le vent ou la chaleur. Fumée est toxique et inflammable. La fumée brûle. Toujours fermez les portes avant de sortir de votre appartement pour retenir au maximum la fumée en cas d'incendie. Si vous supposez que dans une chambre il y a du feu, touchez d'abord la porte et le poignet. Si la porte est chaude, n'ouvrez pas la porte. Vous ne pourrez plus sauver la personne et ça évitera la propagation de la fumée. Si la porte est froide, il y a encore une chance de sauver qu'un. Si la porte s'ouvre en tirant sur la poignée, accroupissez-vous, mettez-vous à couvert contre la porte, ouvrez la porte, faites sortir d'abord la fumée et rentrez après avec l'extincteur. Si la porte s'ouvre en poussant la poignée, accroupissez-vous, mettez-vous à couvert contre le mur, ouvrez la porte, faites sortir la fumée et rentrez après. Si vous n'arrivez pas à éteindre le feu avec un seul extincteur, sortez et appelez les pompiers. Si vous n'avez pas de réseau, composez 112. Réseau ou crédit? Réseau, même dans les montagnes quand ça capte pas. Si malentendant, ou en cas de séquestration, actes terroristes, violence conjugale, etc. Quand vous ne pouvez pas parler pour ne pas être dévoilé, envoyez le message au 114. Il existe également une application 114 à télécharger. Sujet suivant. Comment savoir si peut ouvrir porte? Lors d'un incendie ou d'une suspicion d'incendie, je n'ouvre pas la porte, comme d'habitude. 1. Je peux me brûler très gravement la main. 2. Il n'y a pas que les flammes qui sont dangereuses. Il y a aussi les fumées. Or, quand j'ouvre la porte, les fumées vont m'arriver en plein dans le visage. 3. Outre brûler mon visage instantanément, les fumées peuvent créer instantanément un nouveau départ de feu dans la salle où je me trouve actuellement. Lors d'un incendie ou d'une suspicion d'incendie, si je veux ouvrir la porte pour porter assistance ou m'enfuir, je frôle la poignée ou je touche délicatement le panneau de la porte. S'il y a une fournaise derrière la porte, s'il est trop tard pour entrer dans cette pièce, la poignée et le bois seront brûlants. Sujet suivant. En cas d'incendie ou de suspicion d'incendie, avant de quitter un logement, vous êtes censé vérifier qu'il ne reste aucun être humain dans le logement. Si vous ne le faites pas, vous pourriez être ensuite poursuivi en justice. Cela peut être notamment un bébé qui dort, une personne âgée coincée dans son fauteuil, une personne simplement évanouie intoxiquée par les fumées. Vous devez faire attention à au moins 2 points. Premier point, ne touchez pas la poignée de la porte. Allez-y doucement. La poignée peut être brûlante et vous brûlez la main. D'autant que vous allez avoir besoin de vos mains pour guider votre famille ou porter une personne évanouie. Si la poignée est tiède ou un peu chaude, c'est un indice que ça vaut encore le coup d'ouvrir la porte. Si la poignée est trop chaude pour être ouverte à main nue, ça ne sert à rien d'ouvrir. Si la poignée est trop chaude pour être ouverte à main nue, c'est un indice qu'il est déjà trop tard. Si la poignée est trop chaude pour être ouverte à main nue, cela revient à dire que les personnes derrière ont déjà été tuées par les flammes ou les fumées. Dans ce cas, il vaut mieux laisser la porte fermée. Deuxième point,
Si vous décidez d'ouvrir la porte, il va falloir faire attention à la manière dont vous ouvrez la porte, de manière à ne pas vous prendre les fumées en pleine face. Avant d'ouvrir la porte, accroupissez-vous, de manière à ce que les fumées chaudes vous passent bien au-dessus de la tête. Quand vous allez ouvrir la porte, vous allez créer un mouvement d'air. Or, l'air est le comburant du feu. Cela revient à dire que vous allez agiter le feu ou les fumées. Une porte est encadrée d'au moins un mur. Accroupi, adossez-vous au mur avant d'ouvrir la porte, de manière à laisser passer le gros des fumées avant de vous engouffrer. Sujet suivant. Prévention du suicide, l'état d'urgence mondial. Organisation mondiale de la santé 2014. Mate. Les personnes qui évoquent le suicide ne pensent pas passer à l'acte. Fait, les personnes qui évoquent le suicide lancent peut-être un appel à l'aide. Bon nombre de ceux qui pensent au suicide sont anxieux, déprimés, désespérés et ont l'impression de ne pas avoir d'autre choix. Mate. La plupart des suicides surviennent soudainement, sans signal d'alarme. Fait. La majorité des suicides sont précédés de signes annonciateurs, oraux ou comportementaux. Il existe évidemment des cas soudains, mais il est important de comprendre les signaux d'alarme et de savoir les repérer. Mate. Les personnes suicidaires sont déterminées à mourir. Fait. Au contraire, les personnes suicidaires ne savent souvent pas si elles veulent vivre ou mourir. Par exemple, elles vont agir de manière impulsive en ingérant des pesticides et mourir quelques jours plus tard, alors qu'elles auraient en fait voulu continuer à vivre. L'accès à un soutien psychologique à temps peut permettre d'éviter un suicide. Mate. Une fois qu'une personne est suicidaire, elle le reste toute sa vie. Fait. Le risque majeur de suicide se manifeste souvent sur le court terme et dans une situation précise. Si les pensées suicidaires peuvent revenir, elles ne sont que temporaires. Une personne ayant déjà eu ce genre de pensée fait des tentatives de suicide peut vivre jusqu'à ses vieux jours. Mate. Seules les personnes atteintes de troubles mentaux sont suicidaires. Fait. Les comportements suicidaires indiquent un profond mal-être, mais pas nécessaire un trouble mental. Bon nombre des personnes qui vivent avec des troubles mentaux n'ont pas de conduite suicidaire et toutes les personnes qui se suicident ne présentent pas de trouble mental. Mate. Parler du suicide est une mauvaise idée et peut être interprété comme un encouragement à passer à l'acte. Fait. En raison de la stigmatisation très répandue associée au suicide, la plupart des personnes qui envisagent de se suicider ne savent pas vers qui se tourner. Aborder ouvertement le sujet n'incite pas à se suicider. Au contraire, cela ouvre d'autres possibilités à la personne concernée ou lui laisse le temps de revenir sur sa décision, ce qui peut éviter un suicide. Sujet suivant. Comment empêcher les pompiers de sauver des vies? Il y a beaucoup de gens qui vivent dans des appartements. Parfois, ces appartements font partie de grosses résidences. Quand un habitant a un problème de santé nécessitant l'intervention des urgences, ça va prendre un peu de temps avant que les urgences soient contactées et alertées. Plus les urgences arrivent tard, plus cela augmente la probabilité de séquelles graves ou de décès de l'habitant. Les véhicules de secours d'urgence sont parfois bloqués à l'entrée des résidences. Plusieurs minutes peuvent passer le temps qu'une personne vienne leur ouvrir le portail. Certains syndicats immobiliers prétendent que les pompiers et la police peuvent ouvrir tous les portails électriques. C'est complètement faux. Vous pouvez vérifier en demandant aux équipages en question. Ces minutes perdues au portail peuvent être cruciales pour le patient. Il peut y avoir encore d'autres minutes de perdues si un véhicule cherche à sortir de la résidence au moment où le véhicule des secours cherche à rentrer. Mais vous pouvez faire encore plus perdre de temps au secours. Vous pouvez aller dans Google Maps et vérifier que les entrées de votre résidence sont correctement localisées avec précision. Ça paraît bête, mais une géolocalisation mauvaise de quelques dizaines de mètres suffit d'encore faire perdre plusieurs minutes au service de secours. Des minutes perdues qui représentent un grand risque pour les habitants, votre voisin et bientôt vos amis, vos enfants, vos parents ou vous-même. J'espère vous avoir aidé. Si c'est le cas, pouvez-vous cliquer sur le pouce qui pointe vers le haut, s'il vous plaît? Source dans la description, sous la vidéo. Je vous invite à vous abonner, c'est gratuit.